Ce podcast Tech Rocks donne la parole aux managers de la tech. Des startups aux grands groupes, ils sont CTO, VP Engineering ou directeurs R&D et font la tech de demain. Dans chaque épisode, on vous promet du concret, de vrais retours d'expérience pour vous permettre de trouver l'inspiration. Nous parlons ici de management, de pratique et surtout de comment faire du failing force. Le tout sans langue de bois. Parole de tech leaders. Ce podcast Tech Rocks a été réalisé dans des conditions de confinement. Nous comptons sur votre bienveillance quant à la qualité sonore, moins bonne que pour un enregistrement en studio. Bonjour, c'est Guillaume Poster, directeur de la Media Factory de France Télévisions, et je reçois aujourd'hui Aurélie Jean, qui, on va dire, en polyactivité, et qui va nous raconter tout ça dans cet épisode, dans lequel on va parler leadership technologique, de beaucoup d'écarts culturels entre la France et les États-Unis, à la fois dans l'approche aux jeunes travailleurs et aux CTO, et parler beaucoup d'écarts entre la différence entre manager et leader. Bonjour Aurélie. Bonjour Guillaume. Alors Aurélie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise et du poste que tu occupes? Alors, moi en fait, je suis peut-être un cas un peu atypique donc moi de formation, je suis docteur en sciences et aujourd'hui entrepreneuse et en fait j'ai plusieurs activités. Donc j'ai créé ma boîte en 2016, In Silico Veritas quand j'étais encore à New York, avant de partir à LA et aujourd'hui en fait je fais une activité de conseil en étant associée chez Altermind, où on est plusieurs dans l'équipe à entre autres à développer des algorithmes, plus ou moins sophistiqués pour des clients privés. Et je suis aussi, je fais de la recherche à côté, une petite partie avec des collaborateurs, entre autres en Israël et au Canada et j'enseigne l'algorithmique, à l'université, en école doctorale et en executive education. Et tu as encore le temps de faire des choses avec tout ça? Oui. Oui, mais je suis une hyperactive donc faut pas me prendre en comparaison. Ouais, il faut occuper le temps. Et donc chez In Silico Veritas, vous êtes combien aujourd'hui? Alors moi aujourd'hui je suis seule, voilà donc je suis seule et en fait, parce que j'ai pas besoin d'avoir, plus de personnes, chez Insilico. Par contre, dans mon activité de conseil, aujourd'hui on est 7-8, à travailler chez Altermind et on est où je suis associée et en fait notre modèle c'est d'aller aussi chercher des experts à travers le monde, des experts académiques ou, anciennement académiques, dans des domaines techniques ou non techniques pour nous aider sur des missions, auprès de clients pour, développer des modèles, très spécifiques, edgy, et très innovants pour leurs problèmes, souvent qui peut difficilement être adressé avec des méthodes génériques. Ouais, d'où ton apport quand tu dis académique, c'est ton passé de docteur en fait qui t'amène à être dans cette, recherche un peu fondamentale. Exactement, ouais et c'est hyper important parce qu'en fait c'est ce que je dis souvent pour expliquer un peu le modèle aux gens, mais c'est vrai que, il y a une accélération des évolutions technologiques. C'est-à-dire, on a vu ça ces dernières années, c'est-à-dire que, par exemple, à l'époque où j'ai fait ma thèse, moi, j'ai commencé il y a 15 ans. Ce que j'ai développé n'est toujours pas dans l'industrie. Alors qu'en fait, aujourd'hui, tout ce que tu peux développer en termes de modélisation numérique, mathématique ou intelligence artificielle en recherche, tu retrouves, très vite les résultats de ton travail dans l'industrie 2-3 ans après. Donc il y a vraiment une accélération du passage de l'académique à l'industriel, avec une mise à l'échelle accélérée et du coup, en réponse à cela, je pense que c'est fondamental pour que lorsque tu es consultant et que tu développes des modèles ou que tu développes des stratégies data pour des clients privés, il faut que tu sois le plus proche possible de ce qui se passe dans la recherche Mmh. académique, de façon à proposer des solutions les plus innovantes. C'est pour ça que notre modèle chez Altermind, il est vachement important, c'est voilà, d'être le plus proche de là où se fait l'innovation, voilà, en termes académiques et mon poste en fait, bah, moi donc j'étais anciennement, j'ai dirigé des équipes. Quand j'étais à Bloomberg, j'ai travaillé avec des gens, j'avais, quelques personnes qui travaillaient pour moi aussi lorsqu'on on était en train de réécrire tout le code de la partie equity, donc la partie de évolution des stocks et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, je considère pas avoir une équipe qui travaille pour moi. On est tous les uns avec les autres, en fait. On est tous au même niveau, pas forcément au même niveau d'expérience, pas forcément au même niveau, de qualification, de compétences et d'années, d'ancienneté, mais on se manage les uns les autres et en fait, d'ailleurs, moi, je parle pas trop de management, parce que j'aime bien le terme qui est utilisé chez TechRox, de leadership, parce que je pense que ça sonne beaucoup plus juste que le management stricto sensu, en fait. OK. Alors c'est
C'est effectivement super intéressant ce que tu dis sur le leadership, mais juste pour redonner du concept, donc il y a ce que tu viens de nous dire, il y a une quinzaine d'années, tu fais une thèse et aujourd'hui ton activité. Entre-temps, donc tu es passé par Bloomberg, mais tu as peut-être fait d'autres choses. Tu es passé par un peu quel poste? Alors moi, j'ai été, donc après mon doctorat, je voulais continuer dans la recherche, mais je voulais que dans la recherche académique, mais je voulais partir aux États-Unis pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles. Professionnelles parce que, j'avais déjà une petite expérience très courte aux US, à l'université de Boulder en 2003-2004 Mmh. qui m'avait en stage et ça m'avait beaucoup plu et donc je voulais justement essayer d'apprendre dans des nouvelles conditions, avoir différents moyens, avoir aussi une liberté professionnelle que je n'aurais pas eu en tant que jeune chercheur en France. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais c'est un milieu où en fait, aux États-Unis, on laisse beaucoup plus les clés de la maison aux jeunes chercheurs qu'en France, mais ça, c'est un avis, personnel, hein, les gens ne Et partageront peut-être attends, pas, tu mais n'es pas la seule à dire ça, qu'aux États-Unis, on a tendance à laisser plus les clés aux jeunes débutants, qu'ils soient chercheurs ou pas d'ailleurs. ouais et ben moi, c'est mon sentiment. C'est pour ça et d'ailleurs le reste, la suite l'a prouvé. Puisque quand je suis partie en 2009 pardon, à l'université d'État de Pennsylvanie, donc en Pennsylvanie, j'étais avec, donc mon directeur de recherche qui venait de lancer son équipe et si tu veux, on a fait tourner le labo à 2 avec des thésards pendant 2 ans et il m'a donné toute la confiance. Il m'a donné les clés de la maison, quoi et pour m j'ai appris tellement vite et voilà et après je suis partie, 5 ans à Boston, au MIT, faire de la recherche. Donc moi, j'ai appliqué ma recherche dans la modélisation mathématique et numérique, mais appliquée au domaine Mmh. médical. Donc j'ai OK. travaillé, 7 ans sur le cœur, dont une partie sur le muscle cardiaque et une autre partie sur les valves aortiques, et plus particulièrement les valves, donc c'est la valve tricuspide et j'ai travaillé 5 ans sur le cerveau et sur l'os spongieux et voilà et après 7 années de recherche, dans le domaine médical, enfin de la modélisation mathématique numérique appliquée au domaine médical, moi j'avais envie de changer un peu, de découvrir autre chose. J'étais un peu arrivée au bout d'un chemin et d'autant plus que quand j'étais au MIT, en fait, tu sais, j'avais à un moment 11 projets en parallèle, ce qui est beaucoup trop. Je passais mon temps à Même essayer de pour une trouver des hyperactive. ouais, même pour une hyperactive. Bah oui, parce que quand tu as 11 projets, en fait, tu fais plus vraiment la recherche toi-même Oui, tu et la ça délègues. voilà et moi ça me frustrait quoi donc il y a ça et je passais mon temps à trouver des fonds de recherche, tu vois, à écrire des proposals donc ça m'a un peu, tu vois, ça m'a un peu ennuyée aussi Mmh. et donc pour un salaire qui est pas non plus phénoménal, tu vois? Enfin, on gagne beaucoup mieux qu'en France, mais par rapport au coût de la vie à Boston, si tu veux, c'est pas non plus, donc du coup, ouais, j'ai envie de toucher à autre chose et au même moment, j'ai été chassée par Bloomberg pour un poste de senior software developer dans l'équipe equity et des stocks donc et de la voilà et donc voilà, j'ai candidaté, j'ai été prise et je me suis bien marrée. Je suis restée presque 2 ans. J'ai travaillé un peu plus d'un an sur toute la partie presque un an et demi sur toute la partie, des stocks, d'avoir des modèles pour aller, détecter les bons consensus d'analyse financier, de l'évolution des stocks et cetera et puis 6 mois, j'ai travaillé sur des modèles purement, de learning où en fait j'allais en fait, suivre les flux de données officiels en temps quasi réel OK. et de pouvoir détecter des signaux faibles et de générer des articles factuels, un titre, une phrase, sur l'évolution d'indices économiques de pays, sur l'évolution de stocks. Voilà, et de façon à alerter les journalistes économiques qui, du coup, avaient 10-20 minutes de plus pour faire un article de fond. Et ça permettait d'augmenter le ratio de lecture des. Voilà, enfin, je pourrais parler pendant des heures, en OK. fait, parce que je trouvais ça génial ce que j'ai fait, quoi. Sur cette, notion américaine de donner plus facilement les clés aux jeunes, tu penses qu'il y a quelque chose de culturel chez eux? Il y a un effet de pratique? Et c'est quelque chose qu'on pourrait répliquer en France? Alors moi, je pense que c'est culturel, c'est certain, sous plusieurs aspects. D'une part, c'est, de faire confiance, c'est-à-dire de faire confiance en l'individu, c'est plutôt ça qu'il Mmh. faut dire. C'est-à-dire qu'il faut croire en l'individu, il faut croire en son potentiel et c'est d'ailleurs un des trucs sur lesquels je me bats par rapport aux développeurs parce qu'en France, par exemple, on conçoit les développeurs comme des exécutants et pas Mmh. comme des créatifs parce Mmh. qu'on ne les reconnaît pas dans leur individualité et pour moi, c'est un combat, si tu veux. Aux États-Unis, un développeur, c'est un créatif. En France, on peut très vite le prendre comme un exécutant et moi, enfin, tu vois, les développeurs qui bossent avec moi, on bosse ensemble, si tu veux, pour moi, c'est des créatifs et je me bats auprès des gens plus business, tu vois, pour bien leur faire comprendre qu'ils ne sont pas là pour exécuter, ils sont là pour créer. Et c'est très différent. Et donc il y a une question d'avoir confiance en l'individu et de le reconnaître dans son individualité. Et puis il y a aussi une question d'échec. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on accepte plus facilement que tu fasses des erreurs. Moi, j'en ai fait plein, hein, tu vois. Donc c'est pas. Et ces erreurs, ces échecs ne sont pas
D'ailleurs, ces erreurs ne sont pas vues comme des échecs. Elles sont vues comme, faisant partie d'un apprentissage Ouais. nécessaire pour grandir. Et d'ailleurs, moi, ça a été, enfin moi, mes années en fait, de travail aux États-Unis, je travaille toujours aux États-Unis, mais pas au sein d'une entreprise ou d'une institution, tu vois? Parce que je suis à mon compte. Mais ça a été pour moi une accélération de mon apprentissage. Parce qu'on m'a laissé faire des erreurs, voilà. Ouais, et on t'a laissé apprendre de ses erreurs, en fait. Voilà. Et c'est pas grave de faire des erreurs, enfin, c'est tu vois? C'est Non, c'est vrai qu'il y a une petite histoire comme ça qui traîne où un directeur des opérations a fait perdre à une grosse boîte, des millions d'euros. Il est venu présenter sa démission et le general manager américain lui a dit: «Je viens de payer 15 millions d'euros pour que tu ne refasses plus cette bêtise demain, je vais pas te laisser partir tout de suite». ah, c'est énorme. Mais ouais, non, c'est toujours intéressant cette vision que peuvent avoir les Américains, différente des Français. Et tu parlais aussi du leadership. Alors pour toi, quelle est la différence justement entre manager, leader? Bah, le manager, dedans, il y a management, donc qui vient, je crois, du français, c'est la gestion, tu vois? Donc ça veut dire Manager, ouais. gérer, ouais, manager, c'est gérer, je crois. Donc tu gères des équipes, tu gères des individus. Dans gérer, pour moi, il y a la notion de, tu gères leur charge de travail, tu gères leur calendrier, tu gères leur travail, stricto sensu. En fait, un leader, c'est quelqu'un qui va simplement soutenir, comment on dit en français? Provide, fournir une Mmh. vision aux gens de son équipe, pour que les gens de son équipe puissent ensuite eux-mêmes se gérer. Et donc en fait, moi le management, c'est un truc, moi c'est un mot que j'aime pas trop en fait, pour être honnête avec toi. Et c'est pour ça que Tech Rocks en fait, pour moi, se distingue d'une vision très ancien monde de comment gérer une entreprise et une équipe, parce qu'il ne se base que sur le, enfin, chez Tech Rocks, on se base que sur le leadership, on parle jamais de management, tu remarqueras. Non, non, on parle Et toujours leadership. bah oui, mais parce que le management pour moi n'a pas de sens, c'est un vieux monde. Tu vois, moi, par exemple, alors je sais que c'est un cas, un peu, particulier, mais tu vois, avec notre équipe chez Altermind, tout le monde, même si on n'a pas les mêmes compétences, pas les mêmes niveaux d'ancienneté, pas tout le monde se gère soi-même. Par contre, on se transmet les visions de chacun et on essaie de, parce qu'il y a quand même des gens plus jeunes, donc on essaie, nous, plus anciens, d'aller leur donner cette vision, cette excitation, et puis parfois aussi de les aider, techniquement, tu vois, sur des sujets parce qu'ils ont besoin de, parce qu'il y a Mmh. des choses qu'ils n'ont pas vues ou bah, voilà, c'est normal. Mais pour moi, c'est pas du management ça, tu vois? C'est du leadership, c'est du mentorat, c'est de l'enseignement, et pour moi, c'est très, très, très différent. Et d'ailleurs, moi, je j'aime pas ce mot, quoi. Management, je trouve ça, enfin, c'est un peu lourd, en fait. Et je crois que le pire mot, c'est micromanagement, parce que je déteste, je te jure, tu sais que moi, j'ai 2 fois dans ma vie, on a essayé de me micromanager. Ça a été une catastrophe, quoi. Une catastrophe parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de liberté et en fait, lorsqu'on me micromanage, ça veut dire que la personne qui me micromanage, parce qu'il faut quand même reconnaître, très vite, on peut tomber dans le micromanagement quand on essaie de Oui. manager quelqu'un ou une équipe. Et qu'en micromanageant, en fait, tu imposes involontairement et inconsciemment peut-être tes propres méthodes de travail sur les autres. Mais en fait, les gens, moi, il y a des gens qui ont travaillé avec moi ou pour moi, et ils avaient pas les mêmes méthodes de travail que moi. Et c'est pas grave, tu vois. Oui, ils ont pas la Donc, même vision du monde et c'est ce qui enrichit globalement le travail, en fait. mais oui, ouais, ouais, je crois, hein. Et ouais, non, mais c'est très vrai ce que tu dis sur cette notion de leader et de j'ai bien aimé ce que tu as dit, le leader est fourni et moi je suis très proche de l'idée du servant leader, en fait, qui doit être là pour servir son équipe, aider son équipe. Ce qui Je suis n'empêche pas dans complètement certaines d'accord. situations de devoir micromanager quand il y a des gens qui sont un peu juniors ou qui n'y arrivent pas, mais en tout cas, il faut rester dans cette posture, de servante avant tout, quoi. Ouais, et en fait, même avec un junior, en fait, tu vas le former bien plus que tu vas le micromanager, en fait, en réalité. Oui, Tu vas le former, quoi. C'est même pas du management, enfin, je pense, hein. en guide, C'est, en voilà, ouais, en guidant. Tu es une sorte de guide, et tu lui donnes les connaissances, les savoirs et les méthodologies de travail un minimum, parce que quand tu vois, quand il a jamais fait un truc, il peut ne pas savoir comment prendre le problème. Mais après, si tu veux, c'est à lui de développer ses propres techniques. Mais néanmoins, tu as quand même aussi, enfin, comme tu le sais, hein, il y a quand même des bonnes pratiques à avoir au sein d'une équipe. Mais pour moi, c'est pas du management, en fait, c'est davantage, une harmonie, en termes de travail, tu vois? Qu'on ait tous les bonnes pratiques, enfin, il y a des bonnes pratiques, tu vois, évidentes, mais après tu as des pratiques propres à chaque équipe ou à chaque entreprise sur, l'écriture de code, sur, le reviewing de code, sur le déploiement, sur le test, sur le backtesting.
tu vois, des choses comme ça, quoi. Donc ça, après, OK. c'est propre, aux entreprises. Et toi, est-ce que tu vois d'autres qualités que doit avoir un tech leader en plus de cette partie, guide, de fournir du cadre, de partager de la vision? Alors moi, il y a une qualité et que je retrouve beaucoup chez les tech leaders, mais vraiment, enfin, c'est la transversalité. C'est-à-dire que, par la force des choses, les tech leaders ont été obligés, en fait, de s'intéresser aux autres disciplines dans lesquelles leurs compétences premières s'appliquaient. C'est-à-dire quand tu regardes même au sein de TechRox, les CTO ou les directeurs techniques ont tous des postes dans des domaines très différents. Certains dans l'audiovisuel, d'autres dans, les réseaux sociaux, d'autres dans des produits tangibles. Tu vois, tu as plein, plein, plein de domaines et en fait, quelque part ou dans le domaine médical, enfin, tu vois plein de choses Mmh. et du coup, ça force le tech leaders à comprendre la discipline dans laquelle ils naviguent. Ce que ne font pas les gens, peut-être les business leaders qui, eux, en fait, en général, restent dans leur métier, puisqu'ils font partie du métier. En général, je dis en général parce que c'est pas tout le temps vrai, c'est pas vrai. Et du coup, les tech leaders ont une sorte de facilité et d'agilité à naviguer dans des domaines, des disciplines différentes, qui, je pense, fait leur force. Fait leur force d'une part sur cette capacité à translater leurs compétences d'une discipline à l'autre, mais aussi leur capacité à parler avec des gens différents d'eux, leur capacité à comprendre l'autre, ce qui en font aussi des bons tech leaders, parce que c'est vrai qu'un bon tech leader, c'est aussi quelqu'un qui écoute, tu Mmh. vois? C'est, qui écoute, qui prend le pouls de son équipe, tu vois? C'est vrai qu'on a que cette chance de pas être scotché au secteur comme peuvent l'être, d'autres typologies de métiers où quand on a, 10 ans d'expérience dans un secteur, on peut vite être, marqué par ce secteur et avoir des difficultés, en tout cas, à avoir des difficultés à ce qu'on nous donne la chance dans un autre secteur. Alors que c'est vrai que le CTO, c'est plus simple pour lui de changer de secteur. Ah oui et puis même enfin, après moi j'ai pas, tu vois, j'ai plus de 10 ans d'expérience, mais c'est pas non plus énorme par rapport à d'autres, hein, mais moi je conseille aux CTO, s'ils veulent changer, tu vois, souvent c'est ça d'ailleurs, quand ils veulent changer de boîte, ils veulent en fait changer aussi de discipline. Tu vois? Et je pense qu'il faut qu'ils enfin, tu sais, de métier, j'entends. Et moi, je les conseille vraiment de le faire. Je leur conseille vraiment d'aller voir d'autres métiers. Parce que ça leur permet, par analogie, d'aller mettre à l'échelle des méthodes qu'ils ont utilisées dans un certain domaine, dans un autre domaine, tu vois? C'est-à-dire que quand tu passes, par exemple, du commerce de détail à la presse, tu vois? Tu deviens, CTO, tu es CTO d'une marque de retail, et tu vas, vers la presse. Bah, en fait, il y a des fortes analogies entre les 2 milieux qui te permettent d'aller translater des méthodologies de travail et de développement, ou même des modèles eux-mêmes ou des systèmes, que tu as développés dans un domaine, dans une discipline, le mettre dans l'autre discipline. Et ça donne un recul fondamental, et donc je pense que ça, c'est la force des tech leaders et du coup, ils ont une certaine tu sais, c'est un peu des leaders caméléons, tu vois? C'est-à-dire qu'ils s'adaptent, vachement plus Mmh. facilement, je pense. C'est pas moi qui vais te dédire sur ce sujet-là. Après, je suis hyper biaisée, pardon. Je suis hyper biaisée parce que moi, comme tu le sais, enfin, on en a parlé, c'est-à-dire que moi, je défends, c'est l'un de mes nombreux bâtons de pèlerin de défendre la vision du tech leader en France, qui Oui. selon moi n'est pas assez mise en avant comparée à d'autres pays, en fait, et en particulier les États-Unis que je connais bien. Et là encore, tu penses que c'est culturel à la France ou, tu vois des leviers qu'on pourrait activer là-dessus? Ouais, alors culturel, là, je sais pas trop exactement d'où ça vient. Par contre, c'est vrai, enfin, tu peux trouver plein de raisons, mais c'est vrai que je regrette que les tech leaders ne soient pas suffisamment mis en avant. Je te donne un exemple concret, la French Tech. La French Tech, c'est génial. Ça permet plein de choses. Ça permet une visibilité de l'écosystème français à travers le monde. Ça permet de faciliter les investissements. Ça permet de faciliter les collaborations, etc., etc. Mais ce que je regrette, par exemple, c'est qu'on ne voit très peu, on voit très très peu les dirigeants techniques, les CTO au sein de la French Tech dans l'image qu'on transmet de la French Tech à l'extérieur. Et ça, moi, je regrette beaucoup et c'est pour moi symptomatique du fait qu'on ne mette pas assez en avant les tech leaders français. Et pour moi, c'est un problème parce que du coup, moi, j'ai des copains aux États-Unis qui me parlent de boîtes françaises qui sont des boîtes tech, mais qui ne les voient pas comme des boîtes tech. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient que le CEO. Et pour moi, c'est problématique parce qu'aux États-Unis, quand tu demandes aux gens, quels sont les patrons d'entreprise que vous connaissez, les mecs te sortent autant des CEO que des CTO. Et je pense que c'est un souci en France parce que alors est-ce que c'est culturel? Peut-être. Est-ce que parce que, par exemple, par tradition, nos dirigeants économiques et politiques ne viennent pas du milieu technique? Ne viennent pas du milieu scientifique? Peut-être. Mais je pense que c'est dommage parce qu'on pourrait encore plus y gagner et quelque part, tu vois, Tech Rocks, qui est une super invention.
vraiment, et qui devait exister. Quelque part, si la French Tech avait joué son rôle, Tech Rocks n'aurait pas existé. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être un peu fort ce que je dis, hein, mais c'est pour exprimer, tu vois, ce que je ressens. C'est-à-dire que Tech Rocks a un rôle fondamental pour mettre en avant la valeur ajoutée des tech leaders, de les reconnaître. Et il y a un autre sujet aussi très, très important, je trouve, c'est, bah, le principe des salaires. Enfin, voilà, la question des salaires. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, un CEO et un CTO ont des salaires très, très proches, voire similaires. En France, tu vois clairement la différence entre un CEO, CFO et le CTO, dans un grand groupe, hein, j'entends. Mmh. Et en fait, ça, c'est pas normal, tu vois? Mais bon, ça, c'est mes nombreux bâtons de pèlerin parce que je vois tellement une telle différence, et je dis pas que les États-Unis, c'est bien, la France, c'est pas bien, parce qu'il y a plein d'autres choses qui font que la France est formidable d'un point de vue technique, vraiment. Mais voilà, mais c'est la reconnaissance des leaders techniques en France, c'est selon moi pas à la hauteur de ce que ça devrait être. Oui, en gros, on considère que le CTO est un moyen pour réussir et non pas un créateur de valeur. Un créateur de business est devant être, quelque part remercié à sa juste valeur. Exactement. Alors que voilà, exactement, et le CTO, on le voit encore, si je puis me permettre, certains le voient quand tu les écoutes, tu vois? Ils t'en parlent un peu comme des gens qui sont pas techniques, hein, j'entends. T'en parlent un peu aussi comme un exécutant au Mmh. sein du Tout du à du fait. du COMEX. Alors qu'en fait, non, c'est pas un exécutant, le mec. Le mec ou la nana, je dis le mec, parce qu'en anglais, it's guy, hein, mais c'est autant les filles que les garçons, hein, je ne veux pas mais tu vois, le mec, quelque part, il va autant, développer une vision, développer une vision innovante, de mettre en place, un nouveau, procédé, une nouvelle manière de travailler. Enfin, tu vois, il y a un vrai c'est au contraire, le CTO, il est à la frontière entre les RH, le business, l'économie de la boîte, le modèle économique de la boîte, la technique. Enfin, il est beaucoup plus caméléon que les autres, postes d'un comité exécutif. Mais c'est ce que je pense, tu vois? Mais alors qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la formation du CTO pour qu'il soit créateur d'entreprise autant, qu'aux États-Unis, comme un Elon Musk quelque part, Sergey Brin, le couple fondateur de de Google, même un Mark Zuckerberg? Qu'est-ce qui manque au CTO français pour arriver à créer une boîte et à en garder, la maîtrise et l'image, en fait? Alors moi, j'ai pas créé de boîte, avec, tu vois, je suis pas Francis, hein, Francis Nappé qui lui, pour le coup est une vraie, enfin qui serait bien meilleur que moi pour répondre à cette question, mais je peux te donner, tu vois, ce que je ressens en tout cas. C'est que, je pense pas que les CTO français n'ont pas les compétences pour le faire. Mais vraiment, hein. On a des CTO, mais il suffit de regarder, enfin on a quand même des CTO, c'est des grosses pointures quoi, tu vois? Ah oui, ça Hem, non, mais c'est vrai, vous en faites tous partie, enfin, c'est impressionnant. Regarde chez Tech Rocks, enfin, moi, je me dis: «Putain, on peut être fier quoi». Je pense que c'est pas les CTO qui ont pas les compétences. C'est le système autour qui ne valorise pas ces compétences. OK. Et tu sais, je dis souvent cette phrase parce qu'elle m'avait marquée. C'est, Michael Bloomberg, donc mon ancien patron, Mike, qui disait tout le temps, et je le cite souvent cette phrase, je trouve qu'elle est assez juste. Il dit, tu sais, quand on lui pose la question, je crois qu'il avait fait un reportage pour CNN, on lui avait posé la question il y a 3 4 ans: «Est-ce que vous pensez que Bloomberg existera dans 10 ans?» Et lui dit: «Écoutez, je peux pas vous dire que Bloomberg existera dans 10 ans, quoi, parce que la réalité, c'est que ça se trouve, Bloomberg n'existera plus». Pourquoi? Parce que, we should always be afraid of the two guys in the garage. On doit toujours Oui. se méfier des 2 mecs dans leur garage, en faisant référence à Steve Jobs, tu vois? Qui avec son partenaire qui avait créé Apple dans un garage, dans leur garage, dans le garage de son père. Et en fait, quand il dit ça, il dit que c'est bien pour une entreprise qu'un pays, une économie puisse, mettre en valeur les potentiels de chacun et les initiatives de même de 2 mecs dans un garage qui vont révolutionner une industrie. Et je pense que quelque part, ça change, tu vois? Ça change et c'est bien. Mais peut-être qu'on n'est pas encore à ce niveau-là de craindre, tu vois, les 2 mecs dans leur garage qui vont révolutionner une industrie, en France. Peut-être. Je c'est compliqué. C'est Non, je compliqué, et je te n'ayant pas confirme créé que c'est pas la de culture, ouais. voilà, mais après je suis un peu embêtée parce que depuis le début, là, je suis en train de mettre les points négatifs sur la France alors qu'on a plein de points positifs avec en premier la formation technique de nos leaders, avec, Avec le notre capacité. financement, le crédit impôt Avec le recherche, oui. financement, le crédit, enfin, si tu veux, on a quand même un État qui soutient extrêmement bien, les initiatives de création d'entreprises et dont les entreprises techniques. Ce qui est moins le cas, tu vois, par exemple, à l'échelle fédérale aux États-Unis. Donc c'est quand même, une force, énorme. Moi, ce dont j'ai envie, c'est vraiment que nos dirigeants politiques et économiques, qui viennent souvent d'un milieu plutôt business, plutôt management, plutôt, tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien, tu vois, que ces gens puissent, comprendre ce qu'est le métier de CTO et puissent valoriser, en fait, les initiatives de ces gens, leur créativité
et leur potentiel de développement pour l'économie du pays, quoi. Écoute, c'est super intéressant. Moi, pour que tu en arrives là aujourd'hui dans ton parcours, j'imagine tu as eu des lectures, des présentations, des choses qui ont un peu structuré. Est-ce que tu peux nous les partager? Des lectures? Alors attends, que je réfléchisse. Il y en a plein. Alors moi, on l'a, Tech Rocks l'a accueilli, l'année dernière à son summit. James Whittaker, que Oui, j'adore, parce que James, si tu veux, c'est un mec qui renverse tout ce que tu peux avoir, dans ta tête, tout ce que tu as pu apprendre, tout ce que tu peux imaginer en termes de gestion d'équipe, en termes de développement de code, de produits, donc moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, qui m'inspire toujours, et je le remercie d'ailleurs d'être venu à Tech Rocks, c'était vraiment cool. ouais, c'était vraiment un bon Heu, moment, ouais. ouais, non, c'était super, quoi. Et tu vois, par exemple, moi, quand je disais à mes potes américains qu'on avait James Whittaker en France, tout ils étaient fous, quoi. Et en France, des gens qui sont pas techniques, hein, j'entends, hein. Et en Mmh. France, quand je parlais de James Whittaker à des non techniques, les gens connaissaient pas. Tu vois? C'est bizarre, c'est marrant, tu vois? C'est cette différence de culture technique, bon, de starification de certains, tech leaders, auprès du grand public qui n'existe pas en France. Donc c'est un peu dommage et donc faut qu'on se batte pour ça aussi. OK. Donc voilà, après en termes de livres, j'ai pas forcément d'exemple type, comme ça. Là, j'ai pas non, j'ai pas Mais c'est de surtout des figures tutélaires, en fait, que tu reconnais. Tu as parlé de oui, Mike Bloomberg. En fait, c'est tous ces gens qui ont croisé ta route et qui ont pu t'apporter quelque chose en plus, en fait. ouais, 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 complètement, complètement. Et est-ce que tu as un animal totem? Oui, c'est le loup. Et alors, pourquoi le loup? Alors pour plusieurs raisons, moi je suis une louve, c'est-à-dire que, je travaille en meute. J'adore être, alors moi je suis très solitaire aussi, mais j'aime beaucoup travailler avec des gens. Pas vraiment travailler d'égal à égal, hein, pour moi j'aime beaucoup ça. Et puis, j'aime beaucoup collaborer et surtout, moi, je suis une louve dans le sens où, faut pas que tu touches à mes petits, quoi. C'est-à-dire Mmh. que les gens qui ont travaillé avec moi ou pour moi m'ont toujours dit: «Ce qu'on a adoré avec toi Aurélie, c'est que tu nous protégeais». Et en fait, moi, si tu touches à un de mes petits, si tu touches à quelqu'un que j'aime, je sors les crocs. Voilà, c'est mon côté un peu louve. Et même, je vais même te dire, ça m'est arrivé une fois que quelqu'un dans mon équipe, en fait, avait fait une erreur, tu vois? Une erreur assez grosse, en fait. Et ben, je l'ai défendu par rapport à en dehors de l'équipe, tu vois? Par rapport à ceux de l'extérieur de l'équipe, tu vois? Et j'ai essayé d'atténuer le truc et de tout. Ouais. Par contre, en interne, après, je lui ai dit: «Bon, maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi tu as fait une connerie et comment on va faire? Parce que c'est pas grave de faire une erreur». Parce qu'en plus, c'était pas grave, il y avait pas de conséquences dramatiques, quoi. Mais essayons de comprendre comment on peut faire pour ne pas répéter cette erreur, tu vois? Mais l'important, c'est vers l'extérieur par rapport à l'extérieur, c'est de protéger, tu vois? Et c'est ça aussi un leader, quoi. C'est quelqu'un qui fait grandir les gens, qui les protège. Voilà, donc moi je suis très louve parce que je sors les crocs si tu t'attaques à un de mes petits. Ouais, en gros, tu protèges de l'extérieur. Par contre, ça n'empêche pas en interne qu'au sein de la meute, en fait, on fasse la régulation nécessaire pour que chacun prenne sa place Exactement. et comprenne bien ce qui s'est passé, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et c'est pareil en Heu, amitié. oui, bah, c'est important. Est-ce que tu codes encore? Oui, bah, par exemple, j'ai codé là ce midi, moi j'étais formée au C++ et au Python. J'ai fait aussi un peu de Java, JavaScript, parce que tu vois, même du Fortran 77, enfin, c'est te dire. Tu sais, quand tu devais débugger des trucs ou voilà, ou quand tu avais des codes, legacy à t'occuper. Mais en fait, moi, je fais le C++, j'en fais plus trop, même plus du tout depuis 1 an et demi malheureusement, parce que c'est compliqué de trouver des gens qui codent en C++ et pourtant moi j'adore ce langage pour plein de raisons, en termes d'abstraction. Donc je fais plus trop de C++, donc par contre je fais du Python. Et par exemple, ce midi, j'étais en train de travailler avec un collaborateur, un ami à moi. Tous mes collaborateurs sont des copains. Je travaille qu'avec des gens que j'aime bien. Donc, qui est en Israël, Greg, et on travaillait sur un code en Python pour faire on fait des calculs de données morphologiques sur des radios et ensuite de la catégorisation algorithmique dessus. Donc, je fais encore du Python, ouais, 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 ouais. OK. Et Aurélie, alors est-ce que tu peux nous partager, ta une grosse fierté et quelque chose qui te tient à cœur aujourd'hui? Alors, j'ai pas de plus grosse fierté, parce que c'est un peu, ouais, c'est un peu, enfin, c'est peut-être un peu arrogant, je sais pas, mais en tout cas, j'ai 2 trucs, tu vois, qui me font sourire hein, quand je repense à ce que j'ai fait et puis après je te parlerai de quelque chose qui m'anime aujourd'hui. Dans les 2 trucs qui me font sourire, en fait, dont je suis un peu fière quand même, c'est, d'une part,
tous les gens que j'ai formés, j'ai gardé contact avec tous ces gens et c'est des gens qui me redisent encore aujourd'hui à quel point, en fait, je les ai aidés, je les ai marqués au sens positif du terme et qu'en fait, ils transfèrent ce que je leur ai appris aux gens qu'ils gèrent aujourd'hui. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une fierté et une petite fierté aussi côté enseignement, parce que moi, j'ai des élèves que j'ai marqués et voilà, et j'ai des élèves par exemple, j'ai plusieurs jeunes filles que j'ai eues quand j'étais au MIT qui ont été vers le code informatique parce qu'elles m'ont vue et parce que je les ai encouragées, parce que je les ai pris en stage, parce que j'ai demandé à mes collègues masculins de les former. Et aujourd'hui, elles travaillent dans ce milieu et elles sont extrêmement stimulées intellectuellement, elles sont libres, elles gagnent bien leur vie, elles s'éclatent. Et donc pour moi, c'est ma petite victoire et ma petite fierté. Et ma deuxième petite fierté que je trouve assez émouvant et dont je parle dans la conclusion de mon premier bouquin, c'est qu'en fait, quand j'étais au MIT, j'ai travaillé sur des modèles mathématiques et numériques de traumatisme crânien pour simuler le traumatisme crânien chez l'humain. Et c'est un travail qui a été financé largement par l'armée américaine et les Navy pour justement essayer de comprendre les traumatismes crâniens chez les soldats qui étaient mis en contact avec des explosions, des engins explosifs improvisés. Donc c'était mis en contact avec l'onde de pression de la bombe et ce qui Mmh. traversait leur cerveau et leurs poumons et qui sont très dommageables pour les tissus et comme on le sait pour le cerveau qui peut amener ensuite à des traumatismes. Et quand on a sorti un énorme papier dans le journal de l'Académie des sciences américaines qui a fait beaucoup de bruit parce qu'en fait à partir de grosses simulations, j'ai pu en fait écrire une loi unidimensionnelle qui définit le risque d'un humain d'avoir un traumatisme crânien connaissant les caractéristiques du choc à la tête, qu'on peut trouver assez facilement et qu'on peut calculer facilement. Et en fait, ce papier a fait beaucoup de bruit et un jour j'ai reçu un email d'un soldat, un ancien soldat revenu d'Irak, un soldat américain, qui avait un traumatisme crânien et qui m'a fait un très très long mail pour me remercier du travail que j'ai fait et qui me dit voilà, vous n'imaginez pas à quel point ce que vous faites aide les gens comme moi à vivre et à vivre normalement. Parce qu'il racontait que sa vie était un enfer à cause de son traumatisme crânien avec entre autres des pertes de mémoire, des dépressions, des insomnies, etc. Et en fait, ça m'a beaucoup émue, j'en étais très fière parce que je me suis rendu compte ce jour-là que ce que je faisais devant mon ordi servait à quelque chose. Voilà, donc ça m'avait beaucoup marqué. Voilà, c'est un petit après le truc le plus fier, je sais pas, mais en tout cas des petits trucs comme ça qui me font sourire, quoi. Voilà. Merci Aurélie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous avoir partagé, beaucoup de croyances aujourd'hui. On va se retrouver sur ce deuxième épisode, où je pense qu'on va bien pouvoir parler féminisation des métiers de la technique et comment, une CTO française est à l'origine d'une loi aux États-Unis. Je trouve ça incroyable. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce podcast Tech Rocks ainsi qu'une note sur Apple ou sur la plateforme par laquelle vous êtes passé. Vous nous aiderez beaucoup pour diffuser le leadership au sein des CTO. Merci, bonne journée.